Très bien, bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le webinaire de la transition écologique qui vous est présenté aujourd'hui par la Cité des métiers de Marseille, Provence-Alpes-Côte d'Azur et son projet Éclore. Éclore, c'est un projet qui vise à informer et promouvoir sur les métiers de la transition écologique. Aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est finalement comment le numérique est un élément essentiel de la construction durable, les nouvelles technologies, l'IoT, le BIM. Ce sont en tout cas des thématiques pour certains d'entre vous qui font partie d'un quotidien, mais on va essayer de rentrer un petit peu plus en détail sur la spécificité de ces technologies numériques au service de la construction et de l'ingénierie. Alors, lors de ce webinaire, plusieurs personnes à nos côtés, donc elles sont derrière moi et elles vont se présenter, des membres de l'Institut ISBA-TP, donc à Marseille, qui va assurer la présentation aux côtés des experts juste derrière moi. On est sur une configuration un petit peu particulière. On a des personnes en présentiel issues, donc que je remercie encore très, très chaleureusement, et également des personnes qui nous suivent en distanciel. On est ensemble à peu près pendant une heure de présentation suivie des questions. Donc, on se veut interactif dans l'échange qu'on va amorcer avec vous. N'hésitez pas à poser des questions si vous en avez. On est là pour y répondre. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente écoute, un très bon webinaire et je vous dis à tout à l'heure pour des échanges avec la salle. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Lydia Yushchenko, directrice des études de l'ISBA-TP, enseignant-chercheur en mathématiques appliquées et intelligence artificielle. Donc, tout au long de ma carrière, j'ai essayé d'appliquer les mathématiques pour le numérique, pour le génie civil, et maintenant, le numérique au service du génie civil. Le numérique au service du génie civil, au service de BTP durable. Et la question qu'on se pose aujourd'hui, le BTP durable, qu'est-ce que c'est? À votre avis, est-ce que vous réalisez sérieusement qu'est-ce qu'on va mettre dans cette notion du BTP durable, de l'immobilier durable? Est-ce que quelqu'un voudrait peut-être prendre la parole et répondre à cette question? J'ai remis le contexte pour vous aider un petit peu. Quand on va travailler dans le BTP durable, dans l'immobilier durable, l'objectif sera quoi? De créer des ouvrages responsables qui vont répondre aux enjeux environnementaux face à cette évolution sans cesse. Donc, mettre en place quoi? La diminution de quoi? CO2, l'impact carbone. Et oui, le bâtiment, le travaux publics représente dans l'émission des effets de serre, représente à peu près 30% sur notre planète. D'accord? Mais l'immobilier durable dans tout ça, qu'est-ce qu'on va en mettre dedans? Les TP durables, l'immobilier durable, donc on va construire des bâtiments, de ce bouchetier, des bâtiments durables. Donc tout ça, vous avez vu en cours, nos invités en ligne, peut-être vous avez aussi entendu parler, donc les bâtiments durables, donc on va mettre tout en place pour accompagner cette construction, pour accompagner ces réflexions. Mais pourquoi c'est aussi important en nos jours? Pourquoi c'est aussi important en nos jours? Ben parce que les urgences climatiques qui sont représentées aujourd'hui, ils sont bien visibles, parce que les bâtiments durables, on a commencé à y réfléchir encore dans les années 40. Mais là, maintenant, dans le 21e siècle, les enjeux climatiques sont bien présents et il faut agir rapidement. Bien évidemment, préserver les ressources naturelles. Et oui, d'un coup, on a réalisé que demain, peut-être, les pierres qu'on extrait de la nature, demain, ça va s'arrêter. Donc, de quelle façon on peut réfléchir pour économiser ces ressources planétaires? Et bien évidemment, réduire les coûts d'exploitation grâce à l'efficacité énergétique. Et oui, les coûts sont toujours présents dans la construction, dans la gestion, dans la conception. Super. Quand on va parler des objectifs de l'immobilier durable, bien évidemment, on va se baser sur la réduction des émissions de CO2, que vous avez bien dit, efficacité énergétique, d'accord? Et ensuite, gestion des ressources, donc réduction des gestion des déchets, économie circulaire, économie de l'eau, etc., etc. Mais par quels moyens on va y arriver, à votre avis?
Par quel moyen? Eh bien évidemment, concevoir intelligemment. Donc, quand on va déjà réfléchir, qu'est-ce qu'on va créer? Dès la conception, dès la planification de ce bâtiment, de cet ouvrage, ben, on va se poser la question de quelle façon on va le concevoir. D'accord? Et évidemment, utiliser des matériaux durables. Matériaux durables, donc matériaux, béton bas carbone, bois certifié, matériaux recyclés. Donc, on va se poser la question de quelle façon le bâtiment qu'on va construire, l'ouvrage qu'on va construire, dans l'environnement dans lequel on va le construire, va être responsable. Donc, on ne va pas créer pour créer, on ne va pas construire pour construire, on va construire de manière intelligente et responsable, bien évidemment. Optimiser l'exploitation. Et là, on y arrive. On veut suivre la construction durable, on veut suivre l'utilisation des matériaux durables, la conception intelligente, etc. Mais si on veut quantifier toutes ces ressources, si on veut quantifier ce suivi, il est bien évidemment nécessaire d'appliquer des moyens numériques qui vont être visibles à travers des systèmes de IoT, des systèmes de domotique que vous avez sans doute déjà aperçus dans vos maisons, bien évidemment. Et la réduction de consommation d'énergie, ben, pour pouvoir réduire la consommation d'énergie, il faut savoir déjà qu'est-ce qu'on va réduire. Donc, il faut quand même un peu regarder qu'est-ce qui se cache derrière votre consommation. Donc, il faut mettre peut-être des petits capteurs, peut-être certaines choses qui pourront nous donner des éléments sur D'accord? Donc, tout au long du cycle de vie de votre bâtiment, de votre ouvrage, de notre ouvrage, donc, m'adresse à mes étudiants parce que c'est eux qui vont concevoir cet ouvrage-là. Donc, tout au long de la vie de cet ouvrage, il faut qu'on arrive à suivre tous ces concepts. Donc, dès l'extraction des matières premières, dès la production, transport, construction, exploitation. Donc, tout au long du cycle de vie de bâtiment, il faut qu'on se pose des questions sur les objectifs qu'on s'est donnés dans la création de l'immobilier durable. D'accord? Très bien. Mais comment mettre en place toutes ces actions? Il faut se donner des règles. Que c'est bien, là, on réfléchit, il y a les questions philosophales, comment on va faire. Il faut mettre des actions, il faut des fois même durcir le ton, se donner des réglementations, des plans d'action. Et l'un des plans d'action, ben, c'est le plan bâtiment durable. Il s'est créé déjà en 2009. On a mis sur les papiers un certain plan d'action en suivant lesquels on va mettre en place, on s'est engagé de mettre en place un bâtiment durable, la construction durable, et donc à travers les actions principales, rénovation énergétique des bâtiments, sensibilisation aux normes environnementales et soutien à l'innovation. D'accord? Parce que les conversations, c'est bien, les plans sur la comète, c'est beau. Maintenant, s'il n'y a pas derrière la réglementation qui nous dit comment et pourquoi, ben, on n'arrivera pas à mettre en place nos objectifs. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi. Bien sûr, vous êtes d'accord avec moi. Et là, on arrive à la question primordiale qui suit toutes les constructions, rénovations, diagnostics. C'est quoi, à votre avis, c'est quoi la question primordiale? Vous en avez déjà parlé un petit peu, les plans d'action, la réglementation. Qu'est-ce qui va se cacher derrière tout ça? Les normes. Et oui, quand on va faire quelque chose, bien évidemment, on va se poser la question, d'accord, je me retrouve dans l'Union européenne, je vais suivre ce type d'action, je vais suivre cette réglementation, je vais suivre ces normes-là. Je vais partir dans les pays d'Asie, je vais suivre une autre réglementation. Dans certains pays, on peut faire certaines choses, dans d'autres, on ne peut pas. Les règles, la réglementation, la normalisation de nos actions est toujours présente et c'est la première chose qu'on vous apprend quand je vais faire quelque chose, quand je vais construire quelque chose, quand je vais rénover quelque chose, quelle réglementation je vais suivre? Est-ce que je vais suivre la nouvelle réglementation RS 2020 ou non? RS 2020, mais qu'est-ce que c'est? Je vais donner la parole à M. Bouchiti. Puis, on va vérifier vos connaissances, mes chers étudiants, et on va introduire cette notion de la normalisation, de la réglementation. Merci beaucoup. Donc, effectivement, quand on parle de bâtiment durable, donc à la fois on utilise des technologies, c'est-à-dire par exemple pour le bâtiment connecté, on a vu travailler sur l'IoT,
Par contre, il faut un sort de cadrage. Cadrage, c'est-à-dire on a des objectifs. Pour cela, on parle beaucoup, par exemple, en France, de la norme RE 2020, réglementation environnementale RE 2020. Il y a beaucoup de choses qu'on peut parler autour du bâtiment, notamment sur la partie confort énergétique. On va construire, certes, et comment je peux vérifier que le bâtiment est conforme ou non. C'est pourquoi on essaye d'initier pas mal de choses autour, par exemple, vérifier les quantités, vérifier l'isolation, vérifier, par exemple, vérifier l'usage, c'est-à-dire comment je peux rendre ce bâtiment à la fois intelligent et aussi qu'il répond aux besoins des habitants. Donc, il y a beaucoup de normes. Par exemple, en France, il y a le RE 2020, mais il n'y a pas que en France, mais même à l'échelle internationale. On parle, par exemple, on parle de, on parle, par exemple, de DREAM. En fait, c'est l'ancien, si vous voulez, certification par rapport au confort thermique. On a mis beaucoup de modifications, beaucoup d'améliorations, et on l'a, c'était un sort de norme britannique, mais maintenant, c'est plutôt un norme international. Après, il y a des autres normes, par exemple, Green Deal, c'est plutôt des normes liées à l'Europe. Donc, comme vous voyez, donc on a soit à l'échelle nationale, soit à l'échelle européenne, soit internationale. Donc, on essaye d'avancer intelligemment, de construire durablement. On essaye de répondre à tous ces exigences et des urgences climatiques par rapport à l'empreinte carbone, par rapport par rapport à l'amélioration de confort. Donc, tout ça, c'est à travers des normes. Effectivement, aujourd'hui, on doit utiliser certaines technologies comme le l'IoT. On pourrait parler de ça après. Il y a aussi ces deux éléments sont très nécessaires pour nous. Pourquoi? Parce que l'un, il va capter les données, il va chercher les données, et l'autre, il va faire en sorte de modélisation intelligente de ces éléments. Et s'il y a du conflit, s'il y a des améliorations, on peut faire déjà ça sur une maquette numérique avant d'aller le construire réellement. Je pense, on a tenu compte sur la partie, par exemple, ouvrage. Donc, il y a des choses à améliorer sur les maquettes numériques, il y a des anomalies. Donc, on peut collecter les données par rapport aux anomalies sur le bâtiment réellement. On peut l'injecter dans le système maquette numérique intelligent et comme ça, on peut cibler les endroits où on doit faire des améliorations. Pourquoi on est très intéressé, ou bien on parle beaucoup de l'énergie de bâtiment? Parce que tout simplement, 40% de la consommation énergétique, elle est à l'échelle mondiale, on le consomme juste pour notre confort. Pourquoi on parle beaucoup, soit en France, soit à l'échelle mondiale, on parle beaucoup d'isolation, améliorer le confort. Pourquoi? Parce que 62% de l'énergie qu'on consomme, c'est pour stocker. D'accord? C'est le confort plutôt. Et aussi 10% de climatisation, c'est confort, par exemple, et du coup, c'est une grande quantité déjà d'énergie confort. Après, on n'exige pas les autres usages de l'énergie comme donc voilà pourquoi on s'intéresse beaucoup de l'énergie, notamment dans le bâtiment. Donc j'ai fait un sort de schéma très simple par rapport à un besoin, c'est le confort thermique donc au des bâtiments. On a besoin à certaines températures constantes garantit certain confort pour les habitants. Pour cela, on a besoin des sortes de capteurs qui va contrôler la température et il envoie un sort de signal à tout qui va
soit faire l'inverse, c'est-à-dire garder une température stable dans une sorte d'enveloppe. Et donc, l'objectif final, c'est à la fois garder le confort thermique et aussi donner des signaux d'alarme en cas de des anomalies. Donc, peut-être on va l'intelligence. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé un peu sur le confort, c'est-à-dire sur le confort dynamique. C'est-à-dire, à l'instant T, il faut que les climatiseurs, le chauffage, ils répondent à un certain besoin. Donc, ils vont parer le confort. Et parfois, il y a ce qu'on appelle diagnostic thermique, c'est-à-dire à partir du data qu'on a déjà collecté sur le milieu, on peut par la suite dire, voilà, les majorités des problèmes qui viennent du bâtiment, c'est traitement des données. Sur plusieurs rapports, on peut dire, ben, voilà, 30% par exemple, de la consommation énergétique est liée à des fenêtres mal isolées, ou l'inverse. D'accord? Donc, il y a deux sortes d'intelligence simulée ou d'usage de ces moyens technologiques, soit à l'instant T pour garder certaines températures, quand même, on peut faire un sort de diagnostic pour améliorer le confort thermique de. Donc, vous parlez que du confort thermique, mais il n'y a pas que la partie thermique. Il y a aussi, dans le cycle de vie du bâtiment, il y a la construction, il y a la construction, il y a l'usage pour faire la démolition et la destruction. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on doit gérer pour le bâtiment durant son durée de vie, la construction jusqu'à la fin du vie. Je laisse mes collègues peut-être qui vont parler de plus sur, par exemple, le BIM, comment on peut faire appel un peu le BIM. Je dois comprendre ce que je dois faire, je dois me positionner sur telle ou telle problématique, peut-être partie financière, peut-être gestion, peut-être la partie juste. Donc, chacun peut jouer son rôle correctement et on fait des interactions sur un sort de maquette numérique avant d'aller sur une construction réelle. Je laisse maintenant la parole à mon collègue Olivier Cossy qui vous donne plus de détails de l'usage de vie. Donc, il voulait m'enfoncer, donc il a dit, je laisse la parole à M. Coissy. Les détails, comme ça, je peux plonger. Donc, je vous ai grillé la politesse. Disons bonsoir à tous, ceux qui sont en présentiel ou également. Donc, Olivier Coissy. Aujourd'hui, je voudrais articuler mon propos sur quatre points clés. Donc, je vais parler d'abord des stacks du numérique. Euh, c'est ma conception personnelle. Comment je conçois le numérique, les stacks qu'on peut voir dans le numérique. Je vais parler des matériels et matériels innovants. Par la suite, parler du BIM qui est mon corps de métier. Et enfin, la convergence entre BIM, IoT et la suite, bon, il y a un docteur en IA qui me regarde, elle a quelques économiques, taper sur les doigts, et voilà. Donc, on va commencer, donc, je pense que la slide est un peu inversée. Donc, parler de strates dans le numérique, c'est surtout parler, en fait, des structurations et des organisations. Il faut savoir que lorsqu'on veut déployer des outils numériques, que ce soit le BIM, il y a tout ce qui est lié au numérique, tous ces usages-là sont liés à l'humain. Et c'est d'abord l'humain. Et quand on parle d'humain, on parle de organisation, de structuration de l'organisation pour pouvoir répondre à des cas concrets, à des cas très sur terrain, que ce soit en France ou à l'international. Donc, parler d'humain, c'est parler de
non seulement de la structuration de l'organisation qu'on va mettre en place pour mettre en place des choses efficientes, mais c'est parler aussi de management et de la gestion de projet. On ne peut pas faire de la gestion de projet comme on aime le faire. Bon, on peut être brouillon et espérer que parce qu'on a mis des outils numériques en place, les choses vont marcher correctement. Ce n'est pas possible. C'est un rêve. Donc, peu importe ce qu'on va mettre en place, si on n'arrive pas à s'organiser correctement, à structurer les rôles, les interventions, les points de départ et les points d'arrivée, on ne pourra pas atteindre les objectifs. Voilà pourquoi je dis de cette manière. Et en fin de compte, les matériels et les matériaux. Donc, il faut sélectionner le matériel adéquat, comparer les rapports qualité-prix, hein, pas choisir tout et n'importe quoi. Les matériaux également qui vont répondre exactement à l'usage. Je veux faire un calcul de structure, je veux faire une simulation énergétique, je veux faire. Il faut choisir le matériau qui correspond, qui répond carrément à l'usage pour pouvoir travailler. Donc là, je peux descendre dans le concret. Et il y a aussi les logiciels. Bon, je pense que vous le savez tous que je suis passionné des logiciels. Par contre, les logiciels également, il faut choisir les logiciels qui répondent aux usages d'une simulation énergétique. Il ne faut pas prendre un logiciel qui fait des calculs de structure, une simulation énergétique. Il faut faire un calcul qui fait donc, il ne faut pas faire un amalgame. Et pourquoi aujourd'hui les logiciels sont importants pour le BTP, c'est inscrit dans le BTP durable. Disons, avant, on travaillait avec des normes. Je pense que vous connaissez les normes de calcul, des abacs et tout ce que vous voyez. Mais dans le contexte actuel, comme on peut être beaucoup plus efficient, on se dit, mais si on peut optimiser notre conception, optimiser nos calculs de structure, optimiser notre simulation énergétique, pourquoi pas utiliser les logiciels les plus performants? Je vais décrocher un peu, je vais prendre le cas des calculs de structure. J'aime aussi les calculs de structure. Je pense qu'il y a l'option parasismique nucléaire qui sont là, qui me regardent. Voilà, ils pointent du doigt déjà. Si on prend par exemple un ouvrage, prenons une dalle, peu importe, on peut utiliser la méthode des lignes de rupture pour estimer la dalle, pour sortir les efforts internes, etc., etc. Mais par contre, si on veut être efficient, optimiser ce calcul, peut-être qu'il faudrait aller aux méthodes de lignes de rupture et sortir des taux qui sont beaucoup plus réels. Voilà, donc voici un peu l'intérêt du numérique aujourd'hui. C'est les choses qu'on ne pouvait pas faire il y a longtemps. C'est des réalités qu'on ne pouvait pas faire il y a longtemps. Mais aujourd'hui, la puissance de calcul, la puissance de l'informatique, des moteurs de calcul font qu'on peut simuler de façon beaucoup plus claire et précise le comportement d'un ouvrage. D'accord. Donc, je vais partir donc, au niveau de la T2, donc, qui va concerner notamment les matériels et les matériaux. Donc, je pense que mon collègue en a déjà parlé. Au niveau des matériels innovants, donc il y avait les caméras thermiques. La caméra thermique, c'est quoi? C'est un appareil qui va permettre de voir il y a des pets, non des pets, ou personnes, des pets. Et ce qui va faire qu'on va consommer plus en termes de consommation énergétique, donc d'électricité, ça va nous coûter de l'argent. Et ça va détruire aussi l'environnement. Donc, il y a un double impact. Il y a le ferroscan qui est un outil qui va permettre de faire les diagnostics structurels, donc qui va permettre d'analyser la résistance des structures sans pour autant le casser. La différence, c'est quoi? C'est que on peut faire des diagnostics, mais qu'on appelle des diagnostics descriptifs. L'inconvénient de cette méthode, l'un des inconvénients de cette méthode, c'est qu'on va casser. Et après, si on casse, on doit éboucher. Et si on rebouche, on consomme de l'énergie. On consomme de l'énergie et on consomme des ressources. Alors que si on utilise le ferroscan, on va casser. Donc, on voit la résistance, même si elle est approximative, mais on peut au moins préserver l'environnement. Donc, il y a le capteur CO2, j'ai mis le capteur CO2, mais il y a plusieurs autres capteurs qu'on pourrait utiliser. Je pense que mon collègue il est content, donc il va plus en parler. Donc, il y a les capteurs qui vont permettre de suivre le comportement de l'ouvrage, que ce soit les capteurs CO2, les capteurs de donc, tous les capteurs que vous pouvez imaginer, qui vont transmettre en temps
réelles ou disons différées, voilà, les caractéristiques du bâtiment pour qu'on prenne des décisions qui conviennent. Et donc, le géoradar qui va permettre de faire des diagnostics, je pense que l'option EDED, c'est industrialisation et exploitation des bâtiments, l'ont utilisé notamment pour déterrer des réseaux enterrés. Donc, c'est pareil. On n'a pas besoin de faire des fouilles, creuser, dépenser des ressources, alors qu'on peut détecter des trucs avec des méthodes non destructives. Et en fin de compte, bon, je vais finir avec ces deux derniers points. Le scanner laser qui va permettre de superviser tout le bâtiment et après faire une maquette numérique par la suite. Pourquoi c'est important le scanner laser? Justement, lorsqu'on veut simuler, si tu n'as pas les caractéristiques réelles de l'ouvrage, si tu ne l'as pas modélisé, en fait, tu peux faire un calcul ou une simulation, disons, superflue. Par contre, avec le nuage, le scanner qui va te sortir un nuage de points, tu pourras modéliser correctement l'ouvrage et donc tu pourras simuler de façon beaucoup plus claire et précise. Et en fin de compte, les matériaux à changement de phase va permettre de réguler euh, ou disons la consommation énergétique dans le bâtiment en faisant un décalqué entre l'extérieur et l'intérieur. OK. Donc, je vais revenir donc à la T3 qui concerne donc le BIM. Donc, je pense que je vais peut-être attendu beaucoup plus sur cette partie. Beaucoup plus attendu sur cette partie. Donc, le BIM, c'est quoi? En fait, c'est Building Information Model, Modeling et Management. En fait, c'est un thème un peu commercial que tout le monde dit un peu partout. Mais en fin de compte, on ne sait pas, voilà, exactement comme je dis maintenant. C'est comme l'IA, ceux qui font du deep learning, c'est l'IA, ceux qui font du machine learning, c'est l'IA. Ah, donc, bon, on ne va pas refaire le débat. Donc, le BIM, c'est un peu comme un terme commercial. Tout le monde s'attribue le thème sans pour autant le faire de façon beaucoup plus concrète et sans répondre à un usage réel. Donc, le BIM, c'est l'acronyme de Building Information Model, Modeling et Management, comme je l'ai dit. Donc, le building, c'est, si on veut faire une traduction en français, ça pourrait faire contre bâtiment, mais c'est pas vraiment, disons, c'est le bâtiment, mais c'est dans l'ensemble. Il faut le comprendre comme dans l'ensemble. Ça peut être un bâtiment, ça peut être un pont, un ouvrage d'art, ça peut même être un bateau, avec tous les ouvrages et tous les corps de métier s'y afférents. Ça peut être les autres techniques, CVC, chauffage, ventilation, climatisation, plomberie, électricité et tous les corps de métier qui représentent le B. Le information qui est I, c'est lié à la data. Donc, la data sera transmise entre les différents intervenants. Donc, c'est une data structurée intelligente. Modèle qui est technologie qui est liée donc au logiciel. Processus qui est lié aux interactions entre les différents intervenants et management qui est lié à la gestion de projet. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est du BIM, c'est un ensemble de méthodes de la gestion de projet qui permet à plusieurs intervenants de collaborer. Un enjeu clair et précis. Le BIM, il faut le dire, il va s'appliquer à différents, comment dire, il sera sur toute la phase d'un projet de construction. Je vais la faire rapidement. Parce que, le BIM va s'appliquer à sur toute la phase de vie de construction d'un ouvrage. Donc, ça sera de la phase de la déconstruction de la réalisation à la déconstruction. Et à toutes ces différentes phases-là, il y aura des cas d'usage et des cas concrets qui vont permettre de résoudre des problèmes de la vie réelle. Donc, le BIM est régi par plusieurs normes, donc l'ISO 2652 à l'origine. Donc, parlons du BIM, puisque depuis j'ai défini des concepts, etc. Mais l'application concrète dans le BTP durable, c'est quoi? C'est d'abord la simulation énergétique. Le BIM ne va pas faire, ou la maquette numérique, ne va pas faire la simulation énergétique. Par contre, elle sera une passerelle pour faire une simulation énergétique beaucoup plus claire et précise. Donc, on pourra transférer les données de la maquette numérique sur les outils de simulation. Donc, simulation structurelle, c'est pareil. Hein? On va transférer la donnée pour faire une simulation structurelle. Et l'outil d'ensoleillement pour pouvoir calculer les apports et les déperditions, pour pouvoir mettre en place les équipements pour consommer moins.
Il a parlé de confort d'été, confort d'hiver, je pense que c'est une envie importante. Et l'ACV, qui est l'analyse de cycle de vie du bâtiment, ça permet de calculer l'empreinte carbone de l'ouvrage, soit à l'instant T ou à un instant, disons, différé dans le temps. Donc, c'est un cycle. Et le generative design qui est en fait, c'est le l'IA, le generative design, donc qui va générer des modèles, qui va générer des composants à partir des données qu'il a enregistrées. Et en fin de compte, je fais la passe à mon collègue, sera une base de données qui va permettre l'exploitation et la maintenance. Donc, la différence entre la maquette numérique et la 3D, c'est que dans la maquette numérique, il y a des données. Et ces données-là, on peut l'utiliser justement pour faire des choses beaucoup plus intéressantes, notamment entraîner des modèles d'IA, etc. On a une vidéo sur le campus qui a été modélisée par des étudiants. Bon, là, on a un stade de l'image. J'espère que la vidéo va aller assez rapidement. Tomber notamment sur la modélisation des campus. Donc, il faut valoriser le travail des étudiants. Je dis que ce n'est pas des choses superflues, c'est accessible à tous. Voilà, il faut juste avoir de la volonté. Donc là, c'est la maquette. Et le laboratoire IoT a été modélisé par un étudiant. Là, c'est pas en fait en réalité une photo, c'est un modèle photo réaliste qui a été réalisé par un étudiant. À l'apparence, on a l'impression que c'est un modèle réel, mais voilà. Donc, voici un peu visuellement ce qu'est une maquette numérique. D'un point de vue visuel, mais il y a de la donnée après qu'on va utiliser. Donc, vous parlez de l'IoT. Donc, il faut savoir que dans le BIM, il y a une certaine convergence entre le BIM et l'IoT. Donc, en France, déjà, pour les bâtiments tertiaires, on impose de mettre des composants électroniques pour pouvoir suivre, en fait, la consommation énergétique des ouvrages. Donc, ce décret BAC-là a enfin, il y a une certaine chronologie, donc on pense qu'on est déjà rentré en plein là-dedans, notamment pour les bâtiments tertiaires. Et ce qui sera intéressant, je pense que les slides sont là et on pourrait revisualiser plus tard. Ce qui sera intéressant entre disons, le décret BAC et le BIM, justement, c'est qu'on pourra utiliser la maquette numérique, stocker les données issues des composants électroniques dans cette maquette numérique-là pour des usages de maintenance. Pour des usages de maintenance, si je viens maintenir un ouvrage, je ne vais pas tester un peu partout du chef ou me localiser dans le bâtiment pour pouvoir faire cette maintenance-là. Et l'étape suivante, qui sera l'étape la plus déterminante, c'est entraîner les données qui sont stockées dans la maquette numérique par des modèles d'intelligence artificielle, des modèles qu'on va créer, pour pouvoir mettre en place des IA génératives, pour pouvoir en fait simuler de façon beaucoup plus précise et claire nos ouvrages. Quand je dis simuler, c'est les simulations énergétiques, c'est les calculs de structure. Parce qu'aujourd'hui, je pense que vous savez tous des normes, des abats, etc., etc. Donc, à terme, c'est ce à quoi on voudrait tendre. Voilà, donc, je vais passer le micro à M. Hugo. C'est chaud. Et donc, c'est bien, c'est bon. Merci. Alors, faire un des passionnés, d'accord. Donc, je vais essayer un peu d'écourter pour qu'on puisse avoir des questions-réponses autour de ce qui vous a été présenté. D'accord. Et rapidement introduire ce que c'est l'IoT avant de vous faire le lien, si vous voulez, avec comment on s'en sert dans le BIM et comment on va pouvoir nourrir, si vous voulez, ces maquettes numériques. Alors, là, ici, vous avez affiché sur vos écrans simplement la définition Wikipédia. Et en fait, on va pouvoir voir trois axes qui vont venir se dégager du domaine de l'IoT. Le premier, en rouge, un réseau capable de collecter. En vert, transmettre, connecter à Internet. Et en bleu, pardon, traiter des données sans intervention humaine directe. Donc ça, c'est ce qui résume vraiment la science de l'IoT. L'IoT, vous le trouvez dans votre quotidien de aller vers l'année avec les patients. On va pouvoir aussi retrouver la partie domotique, comme je le disais, avec le rapport consommation électrique slash confort.
On le retrouve aussi dans la sécurisation des lieux, badge de port, caméra directement consultable depuis un smartphone, et enfin dans la maintenance prédictive, où j'explorerai un peu ce sujet très brièvement plus tard. Donc, comme pour résumer vraiment l'idée, c'est omniprésent. Mais comment ça s'interface dans le BTP? Alors, très rapidement, toujours, hein, vous avez dans des caisses équipées, des pratiques de plus en plus, des capteurs de température où vous pourrez régler votre consigne, où vous souhaitez atteindre la température. Donc, ce système-là va pouvoir transmettre cette information directement sur votre Internet, dans son outil, et cette information-là va ensuite être transmise elle-même sur un cloud, et depuis le cloud, vous pourrez récupérer cette information sur votre smartphone. Donc ça, c'est le chemin standard. Si j'éclate un peu plus simplement les différents éléments que je viens d'évoquer, on va surtout retrouver dans un premier temps une science qui est orientée sur l'électronique, l'informatique et le système embarqué, donc avec des problématiques, je veux dire, d'autonomie d'énergie. On va avoir une science du réseau, comment je peux interconnecter au travers d'un réseau de data et la router. Et enfin, pour finir, comment je vais pouvoir la stocker au travers d'une BDD. Donc, une BDD, c'est tout simplement un serveur qui permet d'enregistrer une grande quantité de data. De ce serveur-là, des applications tiers vont pouvoir venir se servir au fur et à mesure et appliquer le fameux traitement dont on a évoqué quelques semaines auparavant. Maintenant, revenons un peu plus sur le BIM et sur le sujet de notre présentation. Si vous équipez votre bâtiment avec des thermocouple, donc ce sont des capteurs dédiés à la température plutôt industrielle, si je peux dire, que vous êtes capable de transmettre cette information-là sur une base de données à distance, et bien en fait, tout simplement, le BIM à terme va être capable de venir se nourrir directement dans cette base de données pour pouvoir, en temps réel, préparer paramètres d'environnement qui vont servir à la simulation. Donc ça, c'est ce vers quoi on va commencer à tendre avec l'IoT. Il y a une certaine autre plus-value à l'IoT. Lorsque mon camarade parlait du diagnostic thermique, ce diagnostic-là va nous permettre aussi de savoir où est-ce qu'on va pouvoir placer nos capteurs pour avoir, si vous voulez, une prise de mesure qui sera la plus pertinente. Et de la même manière, si on est toujours capable de remonter notre information, la remontée faire un comparatif. Autre chose, la différence avec du diagnostic, et là où l'IoT aura un avantage, je dirais, supplémentaire, c'est que le diagnostic, vous êtes à un instant T. Vous êtes dans un jour donné pour une température donnée. L'IoT, votre capteur, il fonctionne tout le temps. Donc, vous aurez des données qui passent nuit, qui passent jour, qui vent, qui pleuve, qui neige. Et c'est là où on va retrouver aussi le plus-value au diagnostic, qui va s'interpréter de manière complémentaire. Et enfin, la dernière partie, ça va rejoindre les types de maintenance. Alors, concernant les maintenances, il y en a 4 majeures. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on va faire un petit crochet vers la voiture, se rendre compte qu'elle est déjà présente dans notre quotidien. La maintenance prédictive, ça correspondrait au fait de venir tous les 2 ans, faire une révision. On va essayer de prévenir d'un défaut. Le correctif, il y a déjà une panne. Vous avez votre prime qui est tombée en panne, c'est trop tard, il faut aller chez le garagiste. La maintenance conditionnelle, ça va plus être un voyant sur votre tableau de bord. Les plaquettes de frein sont usées, votre voyant apparaît, vous savez que vous allez devoir changer vos plaquettes de frein. Et enfin, la maintenance prédictive, ce vers quoi les sciences de monitoring tendent, c'est d'être capable de rendre le capteur intelligent pour qu'il vous dise, mais attendez, là, avec votre façon de conduire, il vous reste 2000 km avant de changer les plaquettes de frein. Une autre personne qui prend votre voiture avec les mêmes plaquettes de frein, il va être capable de calculer à la volée, de dire, ben, là, on est sur un conducteur plus sportif, ce sera 1500. Et donc, on va être capable de planifier la maintenance et donc de faire une réduction des coûts. Concernant le BTP, où est-ce qu'on en est? Eh bien, on est très loin. Voilà. Et c'est la problématique que l'on a et c'est ce vers quoi on va tendre, c'est que la maintenance conditionnelle, il y a un capteur qui est capable de nous dire il y a potentiellement une défaillance. Actuellement, on en est là. Donc, la maintenance conditionnelle. Et la maintenance prédictive, ce serait finalement l'étape d'après. Donc, là, nous tous, nous sommes en train de travailler sur la maintenance conditionnelle et dans les années à venir, nous travaillerons sûrement sur la maintenance prédictive. Vous voyez qu'on a une équipe séculaire et que le sujet est difficile. Donc, pour conclure rapidement, donc, on a fait un focus par rapport au confort thermique et par rapport dans les bâtiments, mais il n'y a pas que ça. Donc, il y a aussi des autres choses de gestion, par exemple, gestion des risques, par exemple.
également du monde numérique en utilisant bien sûr les maquettes numériques, des autres, par exemple, la qualité de l'air. Donc, il y a toujours, pour rendre un bâtiment, on a besoin à la fois de récolter les data à travers l'IoT, de transférer ces données vers des maquettes numériques pardon, et améliorer le confort. On n'a pas parlé dans le principe sur l'intelligence artificielle parce qu'on est un peu loin pour rendre le système. Je laisse un mot à Madeleine Sonko par rapport à l'intelligence artificielle. Pourquoi c'est pas vraiment, rien à voir avec l'automatisme, mais plutôt c'est autre concept d'apprentissage. Je pense qu'il est venu aujourd'hui pour en français les gens. Monsieur Bouchetti, il veut parler de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle de partout, on entend parler de ça toute la journée. On va utiliser de l'IA, mais on ne va pas utiliser de l'IA pour faire de l'IA. Il n'y a pas tout ce qu'on dit que c'est de l'IA, c'est vraiment de l'IA. On est d'accord avec vous? Donc, ce n'est pas l'objectif aujourd'hui. Donc, effectivement, comme vous avez bien compris tout au long de cette présentation, le numérique est bien présent. Toute cette révolution autour du BTP nous pousse à s'adapter. Les nouvelles technologies, l'innovation nous aident à rendre nos ouvrages plus performants, plus durables, plus écologiques. Donc, pour suivre tous ces enjeux-là, ben, on a besoin des moyens. Les moyens pour quantifier, pour savoir si on avance dans le bon sens. Donc, comme vous avez bien compris, grâce au numérique, grâce notamment aux capteurs, les microcontrôleurs qui sont présents dans tous vos téléphones, dans tous vos montres, tout ce qui est sur vous là, grâce à ces éléments-là, on est capable de récolter certaines données. Grâce à ces données-là, on va nourrir la passion de M. Kouassi. Donc, la maquette numérique pourrait se nourrir de ces données-là et de nous donner en temps réel l'état de votre ouvrage et ensuite, avec l'état de cet ouvrage-là, avec les différentes méthodes, notamment méthodes prédictives, on pourrait éventuellement prédire l'avenir, pas sur la mare de café ni sur la boule de cristal, mais tout à fait sur les données bien réelles. Et si on doit effectuer le monitoring d'un pont, il ne faut pas organiser toute une intervention d'une personne qui va se déplacer tous les ans et que ça va nous coûter hyper cher. Grâce au capteur qu'on va installer sur le pont, grâce à cette supervision, on arrivera à le faire en temps réel et on arrivera peut-être même prédire certains accidents et éviter certains accidents. Donc, il y a des choses à faire. Le monde du BTP était assez imperméable à ces nouvelles technologies. Donc, logiciels, les données, les méthodes prédictives, tout cela, ça va révolutionner le monde. Ne vous inquiétez pas, cela ne va pas remplacer des ingénieurs aussi géniaux que vous êtes. Donc, votre travail dans le futur, c'est de mettre en place, de monter en compétence, mettre en place toutes ces techniques-là, d'accord? Donc, mais ce qu'on vous demande, c'est d'être responsable, d'être raisonnable dans tout ce que vous allez faire. Et grâce à ces nouvelles technologies, je pense qu'on arrivera à créer des ingénieurs de demain, comme on dirait, des ingénieurs augmentés, parce que les méthodes prédictives vont vous armer pour pouvoir agir au mieux et plus rapidement. D'accord? Donc, tout ça pour vous dire que cette première conférence qu'on a fait aujourd'hui sur le sujet du bâtiment durable, de l'immobilier durable, c'est une ouverture. Donc, je remercie énormément Cité des métiers de Marseille de nous donner cette occasion de s'ouvrir vers l'extérieur pour que les personnes qui nous écoutent en distanciel puissent également plonger dans ce monde passionné de nouvelles technologies. Donc, c'est une première conférence. Il y en aura la suite. Donc, on ouvre le cycle de conférences. Donc, tous les ans, on va se développer dans ce sens-là. Et donc, on aura l'occasion de parler de l'intelligence artificielle. On aura l'occasion de vous montrer sur quoi on travaille actuellement pour mettre en place justement les méthodes prédictives dans le domaine du BTP. Donc, on va en parler la prochaine fois. Et là, peut-être, Charlène, on va passer à la session questions-réponses. Très bien, merci, merci à tous. Effectivement, quelques questions en ligne.
Vera nous demande, les capteurs ne contribuent-ils pas à techniciser le diagnostic déjà en place? Merci. Alors, effectivement, comme je j'ai essayé d'introduire, on est effectivement pluridisciplinaire, donc on va avoir beaucoup plus de corps de métier qui vont rentrer en ligne, mais on demande à personne de réaliser l'ensemble des tâches. Donc, chaque corps de métier va devoir faire son périmètre. Ça fait merci. Donc, on ne va pas faire des experts en tout, c'est pas possible. Voilà. Je sais pas si ça répond correctement à la question. Après, sur la partie diagnostic, au-delà, enfin, le but, c'est pas de le complexifier, c'est de le complémentariser. Ça, c'est très important. Le capteur gagne de plus-value derrière sur le temps. Pas oublier, là où le diagnostic, on a besoin d'avoir une personne qui se déplace physiquement avec du matériel pour pouvoir faire son diagnostic à un instant T dans des conditions données. Pour me permettre, pour compléter, effectivement, pour le diagnostic non destructif, on utilise les matériels que M. Kouassi a présenté, mais l'un des matériels extrêmement puissants, c'est un capteur qu'on installe sur les fissures. Vous savez, quand on a les fissures sur les murs, on peut pas prédire comment la fissure va évoluer et on peut effectivement installer un capteur qui pourra en temps réel suivre l'évolution de cette fissure et de prédire est-ce qu'il faut intervenir, est-ce qu'il faut utiliser tel ou tel matériel pour matériel, excusez-moi, pour complémentaire. Donc, je pense que on est les capteurs, les moyens de diagnostic non destructif sont complémentaires et tout va dans le sens pour améliorer l'environnement, réduire également l'intervention. Très bien, merci. Autre question. Avez-vous quelques mots à nous dire concernant la réhabilitation des bâtis anciens? Alors, comme j'ai pu le dire tout à l'heure, pour la réhabilitation du bâtiment, là, il faut faire un diagnostic. Donc, diagnostic pour voir s'il correspond aux normes actuelles, parce que il y a des bâtiments qui ont été construits à des siècles antérieurs qui sont plus propres à leur consommation d'un point de vue énergétique en l'état actuel, et voir si on peut conserver la partie structurelle, parce qu'il y a il y a aussi des normes d'urbanisme qui font qu'on impose, par exemple, le bâtiment a été construit en pierre, on le laisse en terre. Et ce que va apporter notamment le numérique sur ces bâtiments, avec les capteurs, avec on va pouvoir renumériser le bâtiment, le remodéliser et faire des simulations dessus, voir là où on doit améliorer dans le comportement du matériau en l'état, et voir là où on devrait le laisser pour que ça soit beaucoup plus propre et garder l'historique du bâtiment. Je pense que l'historique sur les monuments, notamment Notre-Dame, Rajouter, effectivement, notre présentation, elle était, là je le réalise, elle était tournée vers la construction, la création de nouveaux ouvrages. Néanmoins, la rénovation et la réhabilitation des bâtiments anciens, pour ce périmètre, les nouvelles technologies sont extrêmement utilisées parce que si on prend, par exemple, les anciens bâtiments, souvent on est en manque de plans, souvent on n'a pas d'éléments sur la visibilité, sur le cycle de vie de ce bâtiment-là. Et donc, avant d'intervenir, avant de faire quoi que ce soit, il faut effectuer les diagnostics. Et si on travaille sur les bâtiments anciens classés, les diagnostics destructifs sont pas trop bienvenus. Donc, il faut avoir les moyens numériques qui nous permettent d'effectuer des simulations, créer des modèles numériques, effectivement, donc travailler sur les matériaux nouveaux, pour rattraper, on va dire, l'ancienneté de bâtiments. Donc, je pense que c'est tout un sujet et peut-être, pourquoi pas, à s'ouvrir vers ce sujet dans nos prochains rencontres. Vous avez parlé en introduction des normes et des réglementations et son importance.
Une question est posée également, à savoir sur le fait de remplacer des matériaux qui ne sont pas recyclés, je pense notamment au polystyrène. L'exemple qui a été donné, qu'en pensez-vous? Qu'avez-vous à dire là-dessus sur finalement cette réglementation qui des fois ne s'applique pas? Au niveau de la rénovation énergétique, actuellement, par contre, par exemple, pour l'organisme, on n'a pas une visibilité sur la durabilité de ces matériaux. Et effectivement, même leur de valorisation, il n'est pas pour l'instant très très clair. Certes, on fait attention à des matériaux très dangereux. Très dangereux, donc là, il faut pas dangereux de ces matériaux-là. Et en plus, on n'a pas une visibilité sur la partie valorisation de ces matériaux. Certes, il y a beaucoup d'initiations, de recherche pour utiliser ces matériaux, mais vraiment, c'est un vrai problématique. Effectivement, il y a des matériaux qui sont pour la santé, Je pense que je rebondis sur ça dernière fois. C'est vrai, on peut, dans l'absolu, on peut tout recycler, on peut tout réutiliser. Dans l'absolu, c'est une vision philosophique. Mais est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que le prix à y mettre, est-ce que finalement, ça va pas altérer, enfin, ça va pas aller en contre-sens de l'objectif qu'on voulait atteindre dès le départ? Si on doit, c'est pareil, même pour le béton, je pense qu'il y a des initiatives pour le recyclage, mais à chaque fois, c'est calcul un rapport à faire. Est-ce que ça vaut le coup? Évidemment, c'est recompléter, compléter. On avait une discussion justement avant cet après-midi, avant la conférence, où il y a un compromis qui se crée, on arrête si je me trompe, mais si vous voulez, si on trouve un matériau qui se recycle très bien et qui a une durée de vie de 2 ans, finalement, le nombre de recyclages qu'on va devoir mettre en place à chaque cette itération de 2 ans, énergétiquement, sur le long terme, ce sera plus viable. Alors que certains matériaux qui sont peut-être très mal actuellement ont une durée de vie extrêmement longue qui permet, elle, de compenser ce type énergétique. Regarde sur un matériau, par exemple, sur une relation, par exemple. Certes, c'est un matériau très efficace, etc. Ça va faire déjà sur être en conformité par rapport à des normes, par rapport au chimie au feu, par rapport à pas mal de domaines. Du coup, à chaque fois, certes, on a le dissocié, en fait, d'abord, ça a déjà et dans les CO2 dans le dissocié. Et il y a des autres contraintes par rapport aux réglementations pour dire, bah, par rapport aux pays de transport, etc., etc. Du coup, il y a des matériaux, certes, ils sont durables, bas carbone, mais il y a des autres qui répondent à des autres exigences globales, parce qu'il manque certains puzzles dans cette image. Est-ce que dans la salle, il y a des questions, d'informations à partager avec ce qui vous a été présenté ce midi? Vous vous déplacez, vous donnez le micro si vous voulez prendre la parole.
Ok, très bien. Ben, du coup, peut-être, moi, j'ai peut-être une dernière question. Euh, on n'a pas évoqué les plateformes de réemploi des matériaux de construction. Avez-vous également quelques mots à nous dire là-dessus? Pour totalement hors sujet de ça, mais voilà, Souvent, la rénovation ou la construction, donc, par exemple, génère pas mal de déchets. Donc, il y a des déchets, par exemple, l'emballage hein, de basique, du carton basique, mais ils n'utilisent pas parce que ce sont des matériaux qui carton aujourd'hui, 400%. Les rails sont d'autres types de déchets, sont en fait sont des matrices kérogènes. Donc, on n'arrive pas à donner en voie de valorisation directe. Par exemple, avec mes étudiants, on a travaillé sur beaucoup de types de déchets, on parle de déchets. On a travaillé, par exemple, sur les plastiques, sur les déchets, sur les granulats recyclés. Donc, il y a beaucoup de déchets. Mais là, on arrive à réaliser un sort de voie de valorisation quand on est sur une matrice, on connaît composition C, on connaît voyant, on connaissait beaucoup d'éléments qui nous permettent à s'orienter vers telle ou telle application. Mais quand on a une matrice hétérogène, euh, par exemple du bagage ou chose en vrac, donc la pratique correctement, ça va compliquer les choses pour nous et du coup, on n'arrive pas à quantifier les compositions, à réaliser des tests à la fois pour refaire le prix et à la fois pour stabiliser certains clients. Donc, pourquoi, si vous regardez aujourd'hui, on travaille beaucoup sur le prix. Plus on correctement parle de vous, par exemple, quand vous serez sur le chantier, dans la construction, rénovation ou autre, il faut toujours penser à trier correctement ces éléments. D'accord? Parce que si vous n'avez pas un sort de correct sur vos déchets, finalement, on peut pas simplifier les voies de valorisation pour ceux qui prennent le relais après vous. D'accord? Donc, vraiment, les prix, quelque chose d'étal pour prendre ces mêmes, c'est-à-dire faire la suite de valorisation. Si j'ai par exemple des matériaux comme de sûreté, je sais très bien que je peux faire tel ou tel type de valorisation. Et si j'ai une matrice complexe, c'est un peu compliqué parce qu'il faut faire des études préalables. Compléter les plateformes de tri devient de plus en plus performant parce que c'était toujours présent dans notre économie circulaire. Néanmoins, avec les moyens numériques, avec les méthodes prédictives, justement, on est capable maintenant de recycler de manière plus efficace. Donc, on rajoute tout ce qui est traitement d'image, reconnaissance d'image. Si avant, on a robotisé, on a automatisé les process de tri, maintenant, on rajoute à cette automatisation-là quelques aspects intelligents qui nous permettent de recycler de manière plus efficace et donc aller plus loin dans notre réflexion de circulaire. On est sur la bonne voie, mais il faut continuer à persévérer. très bien. Toujours pas de questions en salle? Bon, sachez du coup que le webinaire vous sera retranscrit, rediffusé sur YouTube, chaîne YouTube de la Cité des métiers de Marseille, et également disponible sur notre site internet. Voilà, bref, vous allez pouvoir le re-regarder. Pas d'autres questions non plus en ligne. Je vais vous dire un petit mot de la fin. Ouais. Moi, je voulais dire juste un grand merci. Je pense que tout le monde dira un petit mot de la fin. Hein. Ça nous fait plaisir comme mon collègue il a dit, on est tous des passionnés et le travail qu'on fait est passionnant. Donc, le message que je voudrais passer à notre public, que ce soit à distance ou en présentiel, soyez curieux,
Soyez passionnés également de ce que vous faites. Les nouvelles technologies sont autour de vous, ne les négligez pas, mais ne faites pas trop confiance. L'intelligence artificielle, le chat GPT, ça peut vous aider d'aller plus vite, mais posez toujours des questions, ayez l'esprit critique. Les logiciels sont là pour vous aider, pour vous accompagner, mais on ne va pas coder pour coder. Vous devez avoir la conscience de qu'est-ce que vous devez faire. Si vous devez dimensionner une structure avant de demander votre logiciel qu'est-ce qu'il faut faire, pour que vous sachiez ce qu'il faut faire. Quand votre logiciel vous sort un résultat, vous devez être capable de créer les tests unitaires, que vous-même, vous êtes capable de vérifier que ce que vous calculez est correct, ce que vous allez planifier, modéliser, c'est correct. D'accord? Donc, le logiciel, il est là pour réaliser ce que vous souhaitez faire. Il ne fera pas à votre place. Donc, si vous le dimensionnez, si vous le modélisez de manière correcte, intelligente, l'intelligence pas artificielle, mais celle qui est dans votre cerveau, vous allez aller plus loin et les outils numériques, les outils de l'intelligence artificielle vont vous aider. Si vous allez faire confiance, ben, ces méthodes vont vous remplacer et à un moment donné, ça va faire un grand coup. D'accord? Donc, soyez raisonnable, soyez curieux, ingénieux et persévérez dans vos innovations. Donc, moi, je voudrais compléter parce que tout à l'heure, je pense que depuis près d'une heure, on vante le mérite du numérique, l'IA, etc. Mais il faut savoir que le numérique aussi, il est aussi quand même, il est vivant pour en prendre compte. Donc, c'est une conscience collective qu'on pourrait avoir dans notre manière d'utiliser l'ordinateur, les logiciels et tout les IA, les termes base de données qui est stocké quelque part. Donc, c'est une conscience collective à avoir quant à l'utilité ou à notre usage de ces outils. Donc, je vais finir par une phrase. Je dis que si chaque jour, en fait, chacun de nous posait un pas, disons, un pas de plus, je pense que on pourrait laisser aux générations futures un avenir peut-être beaucoup plus des gens d'avant. Rapidement, juste l'intelligence, certes, il y a l'intelligence artificielle, on l'a dit tout à l'heure, mais la curiosité humaine, ça reste l'élément moteur pour le développement. Donc, il ne faut pas toujours appliquer les outils à l'aveugle, il faut toujours garder cette curiosité humaine par rapport aux animaux, par rapport parfois, je vous donne un exemple de l'empreinte carbone du ciment. On a quelques donnes d'exécution, mais parfois, ceux qui ont fait la recherche, à chaque fois, ils font cette exécution-là parce qu'ils constatent que l'empreinte carbone du tel et tel élément, pas 300 par exemple, le kilogramme par tonne, mais c'est plus ou moins une donne du pourquoi il faut changer ça. Donc, les outils, la communauté même reste la possible. M'interpelle le plus finalement, je connais l'aspect personnel, mais ce qui m'interpelle le plus dans c'est pareil. Simple, qu'est-ce que le bâtiment durable? Et en fait, on se rend compte qu'il y a des dizaines d'outils derrière, il y a des centaines d'acteurs, et c'est important, sur une question si simple comme ça, de trouver sa voie dans ces domaines. Et si ce n'est pas dans le numérique, notamment, chercher pour faire des demain meilleurs. Très bien, merci à tous. Très, très grand merci chaleureux et immense à Lydia, Élisée, Abdelhadi et Hugo, ainsi qu'à la régie, Florian et François, et à tous les participants de l'ISBA TP qui aujourd'hui ont participé à la conférence table ronde. On espère qu'il y en aura d'autres, en tout cas sur des thématiques qui vous touchent et qui parlent de votre quotidien et du futur dans le milieu de la construction et de l'ingénierie civile. La Cité des métiers de Marseille était heureuse d'être présent aujourd'hui à vos côtés. Elle vous dit à très bientôt. Passez à tous un très bon été et on vous dit à la rentrée. Merci.